Je m'appelle Joshua. J'ai 32 ans. Le jour où j'ai réalisé que je n'appartenais pas vraiment à ma propre famille a commencé par une simple notification. Avant de vous expliquer comment j'ai fait voler en éclats le monde parfait de mon frère pour reprendre ma vie en main, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. J'étais dans mon bureau, tard un mardi soir. C'est généralement là que vous me trouveriez. Je travaille dans la gestion de crise. En gros, quand de grandes entreprises ou des gens fortunés font des erreurs, ils m'appellent pour nettoyer le sang sur le sol avant que la presse ne flaire quelque chose. Je suis doué pour ça. J'ai l'habitude de nettoyer les dégâts. C'est une compétence apprise très jeune, principalement grâce à ma famille. Je révisais un contrat pour un client, en sirotant un café tiède, quand mon téléphone s'est allumé. C'était une notification Facebook. Je ne suis pas très réseaux sociaux, je n'ai pas le temps pour ça. Mais là, c'était une identification de ma tante Carole. Vous voyez le genre, elle aime les potins plus que l'oxygène et poste toujours des photos floues de ses chats ou des mèmes politiques qu'elle ne comprend pas. Elle avait écrit « Je n'arrive pas à croire que je suis invité. Ce mariage sera l'événement de la décennie. Si fier de notre Caleb. » En dessous, il y avait des photos. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué dessus. C'était des images d'enveloppes en papier cartonné épais et crémeux. Il y avait un seau de cire rouge avec l'armoirie familiale que mon père, Robert, avait inventé il y a 10 ans pour se donner de l'importance. Une calligraphie dorée. Ça criait l'argent. Ça criait la perfection. J'ai zoomé. Tante Carole, étant fidèle à elle-même, avait fièrement posté l'encart de la liste des invités qu'elle avait trouvée dans l'enveloppe. Elle pensait probablement être utile. J'ai parcouru les noms. J'ai vu mes cousins. J'ai vu les voisins chez qui nous avons grandi, des gens qui ont déménagé en Floride il y a 5 ans. J'ai vu les copains de golf de mon père. J'ai même vu le nom du facteur qui livrait notre courrier quand j'avais 12 ans. Nom après nom. Puis, j'ai cherché le mien. J'ai cherché une fois, puis deux. J'ai utilisé mon doigt pour suivre l'ordre alphabétique, il y avait Jackson. Il y avait Jérémia. Il n'y avait pas Joshua. Je me suis affalé dans mon fauteuil en cuir, le silence du bureau vide pesant sur moi. Sûrement une erreur. Une erreur d'impression. Peut-être que mon invitation avait été envoyée séparément parce que j'étais de la famille. Je veux dire, je suis le frère du marié. Le seul frère. J'ai vérifié mes emails, mes SMS, mon dossier de courrier indésirable. J'ai même vérifié ma boîte aux lettres physiques à mon appartement plus tôt ce jour-là. Rien. Mon cœur s'est mis à battre contre mes côtes. Ce n'était pas de la panique. C'était une réalisation froide et profonde. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Ça a sonné 4 fois. Il décroche généralement à la première sonnerie pour Caleb. Pour moi, j'ai toujours l'impression qu'il finit un sandwich avant de répondre. Allô ? Sa voix était bourrue, distraite. Eh, papa, ai-je dit, en gardant une voix stable. Je viens de voir la publication de tante Carole sur les invitations de mariage. Oh, ouais. Carole doit apprendre à gérer ses paramètres de confidentialité, a-t-il grogné. Papa, les jeux interrompus. Je n'en ai pas reçu. Il y a eu une pause. Une longue pause lourde. Le genre de silence qui vous dit que la réponse va faire plus mal que la question. J'entendais la télé en fond. Probablement Fox News ou un tournoi de golf. Justement, a-t-il finalement dit. Justement, ai-je répété. Je suis son frère. Écoute, Joshua, a-t-il soupiré. Le son d'un homme accablé par une nuisance. C'est le jour de Caleb. Il veut que tout soit parfait. Tu sais comment vous vous clashez tous les deux. On se clash parce qu'il est irresponsable et que c'est moi qui l'aide à s'en sortir, ai-je dit, ma prise sur le téléphone se resserrant. Tu vois cette attitude, a claqué mon père. C'est exactement pour ça que Caleb est sous pression. Il fusionne son image avec celle de la famille Sterling. Il n'a pas besoin d'énergie négative. Il n'a pas besoin de toi qui le juge par-dessus son épaule. Le juger ? Je suis son frère, papa. Tu as invité le facteur. Tu as invité des gens qui ne l'ont pas vu depuis 10 ans. C'est son jour,
a-t-il répété comme un script appris par cœur. Ne fais pas en sorte que ça tourne autour de toi, Joshua. Envoie juste un cadeau. Sois solidaire à distance. C'est mieux pour tout le monde. Ne pas faire en sorte que ça tourne autour de moi. J'ai laissé échapper un petit rire sec et vide. Donc, je suis banni du mariage de mon propre frère. Pas banni, a-t-il corrigé, sa voix tombant dans ce ton paternaliste qu'il utilise quand il pense que je suis émotif. Juste omis pour la paix. On fera un dîner de famille après, quand le stress sera retombé. Maman est d'accord avec ça. Ta mère veut juste que Caleb soit heureux. Il se pose enfin. Joshua, il épouse Emily Sterling. Tu sais ce que ça signifie pour cette famille? Pour notre héritage? On ne peut pas se permettre d'incidents. Incidents, comme si c'était moi qui les causais. Compris, ai-je dit. Ma voix était plus plate que je ne l'aurais cru. On ne voudrait pas gâcher la photo. Bon garçon, a-t-il dit, semblant soulagé que je ne me batte pas. Je savais que tu comprendrais. On se rappelle la semaine prochaine. Il a raccroché. Juste comme ça. J'ai fixé le téléphone. Bon garçon. C'est ce qu'on dit à un chien qui arrête d'aboyer. Je suis allé à la fenêtre de mon bureau. Depuis le 20e étage, les lumières de la ville ressemblaient à un circuit imprimé. J'avais construit cette carrière. J'avais construit cette vie. Je gagnais un bon salaire, vraiment bon. Je conduisais une belle voiture. J'avais un casier judiciaire vierge. J'étais le responsable. Mais pour eux, je n'étais que la friction, le rappel de la réalité qu'ils voulaient désespérément ignorer. Ce n'était pas juste à propos d'un morceau de carton. Ce n'était pas à propos du dîner ou de l'open bar. C'était le message, haut et fort, tu n'es pas des nôtres. Tu es utile quand nous avons un problème, mais tu es invisible quand nous avons une célébration. Je sentais une brûlure dans ma poitrine, chaude et étouffante. Ce n'était pas de la tristesse. Je crois que j'avais dépassé la tristesse. C'était de la rage. Mais une rage froide. Le genre qui aiguise votre vision au lieu de la brouiller. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le calendrier. Le mariage était dans 3 semaines, le samedi 15. Je l'ai marqué. Pas mariage. J'ai tapé journée libre. S'il ne voulait pas de moi, soit. Je ne serais pas là. Mais j'avais un pressentiment, un instinct aiguisé par 30 ans à vivre dans l'ombre de Caleb, ils allaient regretter cette décision. Parce que sans le concierge, les déchets ont tendance à s'accumuler très, très vite. Pour comprendre pourquoi mon exclusion n'était pas un choc, mais juste le dernier clou sur le cercueil, il faut comprendre la dynamique. Il faut comprendre l'enfant prodige et le bouc émissaire. Je suis resté assis dans mon bureau cette nuit-là, incapable de me concentrer sur le travail. Mon esprit rejouait la bande, les plus grands succès de l'hypocrisie de ma famille. J'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur et j'ai commencé à taper. Ça faisait du bien de purger le poison. Point, la Ferrari et la bourse. J'avais 18 ans. Je venais de finir le lycée en tant que major de promotion. J'avais bossé comme un acharné pendant 4 ans, étudiant pendant que Caleb faisait la fête. J'avais été accepté dans un programme d'été prestigieux à Londres, un cursus pré-droit avec une bourse partielle. Mais j'avais besoin de 15 000 € pour couvrir le reste. Hébergement, nourriture, voyage. Mes parents avaient un fonds pour les études, ou du moins c'est ce qu'ils disaient. Ils m'avaient promis cet argent. 2 semaines avant mon départ prévu, je suis rentré à la maison pour trouver un cabriolet rouge dans l'allée. Pas neuf, mais voyant. Une Ferrari 308 vintage. Pas une voiture pratique, un jouet. Caleb, qui avait 21 ans et venait d'abandonner son 2e semestre d'université, était appuyé contre, portant des lunettes de soleil, ressemblant à une star de film à petit budget. Je suis entré, confus. C'est à qui cette voiture? Mon père, Robert, buvait du scotch à la table de la cuisine. Il n'a pas croisé mon regard. Ma mère, Suzanne, essuyait nerveusement le comptoir. C'est à Caleb, a dit maman doucement. Il a besoin d'un coup de pouce, Joshua. Il se sentait si déprimé à propos de l'école. On a pensé que ça l'aiderait à construire une image, tu sais, pour son réseautage.
Réseautage? Je les ai fixés. Il livre des pizzas. Maman, quel réseautage? Il va lancer une entreprise, a dit papa en claquant son verre sur la table. Il doit jouer le jeu. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. D'accord, ai-je dit, une boule se formant dans mon estomac. Mais pour mon voyage? Le dépôt est du lundi. Silence. À ce sujet, a dit papa, on a dû utiliser les liquidités pour la compte de la voiture et l'assurance. Tu sais combien coûte l'assurance d'une Ferrari pour un jeune de 21 ans? Vous avez dépensé mon fonds d'études dans une Ferrari? Ma voix a craqué. Ce n'est pas ton fonds, a claqué papa. C'est l'argent de la famille et, en ce moment, ton frère en a plus besoin. Tu es intelligent, Joshua. Tu trouveras une solution. Postule à nouveau l'année prochaine ou prends un prêt. Tu es le plus capable. Le plus capable. C'était leur code pour « celui dont on n'a pas à s'inquiéter, donc on n'a pas à s'en soucier ». Caleb a eu la voiture. J'ai perdu le programme de Londres. Caleb a détruit la Ferrari 6 mois plus tard, en faisant le beau devant une fille. Point 2, la Porsche et le délit de fuite. Flashback 5 ans plus tard. J'avais 26 ans, je commençais juste au cabinet. J'étais épuisé, essayant de faire mes preuves. Mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était maman. C'est Caleb. Il est en difficulté. Je suis sorti. Je sortais toujours. Je les ai trouvés sur une route secondaire. De la fumée s'élevait du capot d'un Porsche Cayenne. Un autre investissement d'image pour lequel mes parents avaient co-signé. Ils l'avaient enroulé autour d'un poteau électrique. Caleb était assis sur le trottoir, empestant la tequila. Papa faisait les 100 pas. L'agent Miller arrive, a dit papa en me saisissant les épaules. Ses yeux étaient fous. Joshua, écoute-moi. Caleb est en lice pour cette promotion au cabinet de courtage. S'il a un délit de conduite en état d'ivresse, c'est fini. Son permis, son travail, tout. Il aurait dû y penser avant de conduire ivre, ai-je dit en regardant le SUV de luxe accidenté. Il ne peut pas subir les conséquences, a sifflé papa. Toi, tu as un casier vierge. Tu es avocat. Tu sais comment gérer ça. Dis que c'était toi au volant. Je me suis éloigné. Je ne prenais pas une condamnation criminelle pour lui. C'est un délit mineur, a hurlé papa. S'il te plaît, Joshua, pour la famille. Ne sois pas égoïste. Égoïste. Je n'ai pas dit que je conduisais. Mais j'ai fait quelque chose d'aussi stupide. J'ai utilisé mes relations juridiques. J'ai demandé des faveurs que je n'avais pas encore méritées. J'ai fait réduire les charges à une simple conduite imprudente. J'ai payé l'amende de ma poche parce que papa disait qu'il était illiquide en ce moment-là. J'ai sauvé la carrière de Caleb. Et comment m'a-t-il remercié? À Thanksgiving cette année-là, il a raconté à tout le monde l'histoire du crash. Mais dans sa version, la route était verglacée et j'étais celui qui a paniqué et lui a donné de mauvais conseils juridiques qui lui ont coûté une amende. Tout le monde a ri. Papa a hoché la tête. Joshua est toujours si scolaire, a-t-il dit. Aucune débrouillardise. Point 3, l'anniversaire. Mon 30e anniversaire, une étape importante. Maman a voulu faire un grand dîner. Juste la famille, a-t-elle dit. J'ai fait ton gâteau préféré. Je suis arrivé à l'heure. La maison était décorée, mais pas avec des bannières « Joyeux anniversaire ». Il y avait des ballons qui disaient « Félicitations ». Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Oh, maman a applaudi. Caleb vient d'obtenir le listing du domaine Sterling. C'est énorme, Joshua. On a décidé de combiner la célébration. C'est plus efficace. Efficace. Nous nous sommes assis pour dîner. La conversation portait à 100% sur Caleb, comment il a charmé le client, comment il allait être riche, comment il sortait avec la fille, Emily. Quand maman a apporté le gâteau, mon préféré, il y avait des bougies dessus. Mais avant qu'elle ne les allume, elle s'est arrêtée. Oh, attends, a-t-elle dit. Laisse-moi prendre une photo pour l'Instagram de Caleb. Elle s'est penchée et a retiré les bougies qui formaient le chiffre 30. Elle a lissé le glaçage avec son pouce.
Voilà, a-t-elle dit, rayonnante vers Caleb. Maintenant, ça ressemble à un gâteau de célébration. Souriez, chérie. Caleb a souri, tenant une coupe de champagne. Flash. Ok, maintenant on peut manger, a-t-elle dit, coupant le gâteau sans remettre les bougies. Joyeux anniversaire, Joshua, a-t-elle ajouté après coup, en me glissant une part. J'ai regardé le glaçage mutilé. C'était ma vie dans cette famille. Un accessoire, quelqu'un à lisser pour que l'enfant prodige puisse briller. Je suis resté assis dans mon bureau à relire la liste. La colère dans mon ventre n'était plus chaude. Elle était froide. Solide. Le fait de ne pas être invité au mariage n'était pas un accident. C'était la conclusion logique. Il n'avait plus besoin de moi. Caleb épousait des milliardaires. Il n'avait pas besoin de mon argent pour ses cautions. Il n'avait pas besoin de mes conseils juridiques. Il avait un nouveau filet de sécurité, beaucoup plus grand et brillant. Alors, j'étais jeté. Très bien, ai-je chuchoté à la pièce vide. Vous voulez faire ça sans moi? Bonne chance. Je ne savais pas alors que la chance était la seule chose qui allait leur manquer très, très vite. Le matin du mariage, le ciel était de cette nuance de bleu insultante de perfection. Vous savez, ce genre où la nature semble conspirer avec les gens qui vous ont blessé pour leur donner une toile de fond sans faille. Techniquement, je n'avais rien à faire, pas de costume à récupérer, pas de discours à pratiquer, pas de tâche de garçon d'honneur. J'étais le frère du marié et j'étais assis sur mon canapé en survêtement, buvant du café noir. Mon amie Elena est arrivée vers midi. Elena est mon associée au cabinet, une femme à la langue bien pendue qui sait où tous les cadavres sont enterrés parce qu'elle m'a aidé à creuser les tombes. Elle a apporté une bouteille de bourbon cher et un regard de pitié que je voulais effacer de son visage. Arrête de me regarder comme si j'étais un chien rescapé, ai-je dit en ouvrant la porte. Je ne le fais pas, a-t-elle dit en passant devant moi. Je te regarde comme un homme qui vient d'esquiver une balle. Tu sais, les mariages, ce sont juste des funérailles avec du gâteau. Nous nous sommes assis sur mon canapé. J'avais éteint mon téléphone. Je voulais prétendre que la journée n'existait pas. Nous avons regardé un film d'action stupide. Nous avons commandé une pizza. Pendant quelques heures, ça a marché. J'ai presque oublié qu'à 50 mètres de là, toute ma lignée célébrait mon exclusion. Mais on ne peut pas distancer Internet. Vers 15 heures, le téléphone d'Elena a vibré. Puis il a émis un signal sonore. Puis il a commencé à vibrer comme s'il faisait une crise d'épilepsie. Elle a froncé les sourcils, regardant l'écran. Joshua. Ignore-le, ai-je dit. C'est probablement le travail. Ce n'est pas le travail, a-t-elle dit lentement. C'est. Waouh. C'est ta tante Carole. Elle est en direct sur Facebook. Je ne veux pas voir ça. Tu as vraiment besoin de voir ça, a dit Elena, sa voix changeant. Ce n'était plus de la pitié. C'était du choc. J'ai pris le téléphone. La vidéo était tremblante, enregistrée verticalement. Ça ressemblait à une prise de vue sous une table ou derrière une plante. L'audio était un désastre de larcène aiguë et de cris. Oh mon Dieu, a chuchoté la voix de tante Carole derrière la caméra. Quelqu'un enregistre ça? Il a perdu la tête. La caméra a saccadé et s'est concentrée sur la piste de danse. La salle de réception était magnifique. Lustre en cristal, fenêtre du sol au plafond, rose blanche partout. Mais le centre de la pièce était une zone de guerre. Là, il y avait Caleb, mon frère, l'enfant prodige. Il n'avait pas l'air d'un prodige. Il avait l'air dérangé. Sa veste de smoking était déchirée à l'épaule. Son nœud papillon avait disparu. Son visage était un masque de rage violette, les veines gonflées dans son cou. Et il avait ses mains sur la mariée. Il ne l'embrassait pas. Il la saisissait. Une main était serrée autour du haut de son bras. L'autre était emmêlée dans ses cheveux de mariage chers et parfaitement stylés. Il tirait sa tête en arrière. Souris, criait-il. L'audio saturait parce qu'il hurlait si fort. Pourquoi tu ne peux pas juste sourire? Tu ruines mes photos. Tu m'embarrasses. Émilie, la mariée, sanglotait. Elle avait l'air terrifiée.
lâche-moi. Tu me fais mal. Caleb, arrête. Les invités étaient figés. C'était l'effet témoin où tout le monde attend que quelqu'un d'autre bouge. Puis j'ai vu mon père, Robert. Il s'est précipité dans le cadre. Caleb, lâche-la. Les gens regardent. Caleb a poussé Émilie si fort qu'elle a trébuché et est tombée sur un serveur portant un plateau de coupe de champagne. Crash. Le verre a volé en éclats partout. Caleb s'est tourné vers papa. Tais-toi. C'est mon mariage. J'ai payé pour ça. Enfin, je vais payer pour ça. Tout le monde, taisez-vous et écoutez-moi. La vidéo s'est coupée. J'ai fixé l'écran noir. Mon cœur battait la chamade, mais pas par peur. C'était cette décharge d'adrénaline qu'on ressent quand on voit un accident de voiture. Oh mon Dieu, a chuchoté Elena. Est-ce qu'il vient de l'agresser en direct? Il a tiré ses cheveux, ai-je dit, ma voix froide. Il devient toujours violent quand il perd le contrôle. Quand l'image se fissure. Mon téléphone, que j'avais allumé, s'est soudainement illuminé. Appel entrant. Maman. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois. Tu vas répondre, a demandé Elena. Laisse-les transpirer, ai-je dit. Ça s'est arrêté. Puis ça a sonné à nouveau immédiatement, et encore. J'ai finalement décroché à la 5e tentative. Allô, Joshua. La voix de ma mère était un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était pas la matriarche contrôlante. Ce n'était pas la douce manipulatrice. C'était une panique pure et brute. Elle faisait de l'hyperventilation. Joshua, merci à Dieu. Tu dois venir. Tu dois venir tout de suite. Je pensais que je n'étais pas invité, ai-je dit. Je pensais que ma présence causerait des tensions. Arrête ça, a-t-elle hurlé. Ne sois pas cruel maintenant. C'est un désastre. Caleb. Il fait une dépression nerveuse. Il s'est enfermé dans la suite nuptiale. Il a un couteau. Il dit qu'il va se faire du mal. Il ne laisse personne entrer. J'ai ressenti un tressaillement d'inquiétude. Instinctif, biologique, mais je l'ai repoussé. Appelez la police, maman. Non, pas de police, a-t-elle crié. Les Sterling menacent déjà de nous poursuivre. Si la police vient, il aura un casier. Ce sera la fin de tout. Tu sais comment lui parler. Il t'écoute. Tu es le seul à pouvoir le calmer. Il hurle ton nom. Il ne cesse de dire, où est Joshua? Pourquoi Joshua n'est-il pas là? Ça m'a fait tiquer. Bien sûr, maintenant que les murs s'écroulaient, il voulait que l'architecte vienne les étayer. Si je viens, ai-je dit lentement, je viens selon mes conditions. Je ne viens pas pour mentir pour lui. Je ne viens pas pour arranger les choses avec les Sterling. Je viens pour l'empêcher de se tuer ou de tuer quelqu'un d'autre. Et après, j'en ai fini. Oui, peu importe, a crié maman. Viens juste. On est au Grand Oak Resort. Dépêche-toi. J'ai raccroché. Je me suis levé et j'ai attrapé mes clés de voiture. Tu y vas, a demandé Elena en se levant aussi. Je dois y aller, ai-je dit, non pas pour le sauver, mais parce que si je n'y vais pas, ils passeront le reste de leur vie à me blâmer pour tout ce qui arrivera ensuite. Je dois finir ça personnellement. Je conduis, a dit Elena en attrapant son sac. Tu es trop en colère pour conduire. Elle avait raison. J'étais en colère, mais j'étais aussi prêt. Je me sentais comme un soldat qui avait été libéré, finalement rappelé sur le front, non pas pour mener la guerre, mais pour signer le traité de capitulation pour le camp perdant. Le trajet vers le Grand Oak Resort a pris 40 minutes. Elena a conduit son Audi avec précision, se faufilant dans le trafic pendant que je regardais par la fenêtre. Mon esprit tournait à toute vitesse, répertoriant chaque élément de levier que j'avais. Je n'y allais pas les mains vides. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. J'ai ouvert les emails que j'avais sauvegardés pendant des années. Le dossier, en cas d'urgence, que je priais de ne jamais avoir à utiliser. Nous sommes arrivés au lieu de réception. C'était magnifique. Un manoir colonial tentaculaire avec des piliers blancs entourés de jardins manucurés. Mais l'ambiance était mauvaise. On aurait dit une scène de crime.
Des voitures de police étaient à la grille. Des lumières clignotantes mais pas de sirène. Je suis de la famille, ai-je dit à l'officier au point de contrôle. Joshua, le frère. Il a regardé son presse-papier. Vous n'êtes pas sur la liste, monsieur. J'ai failli rire. Croyez-moi, ils veulent que j'entre. Faites passer le message à la radio. Il l'a fait. Une seconde plus tard, la grille s'est ouverte. Même la police faisait partie de la confusion. Le parking était un cimetière de richesses. J'ai vu des Bentley, des Mercedes G-Wagon, quelques Ferrari. Des gens se tenaient près de leur voiture en petits groupes, chuchotant. Les femmes tenaient leurs talons. Les hommes avaient desserré leurs cravates. Ils avaient l'air en état de choc. Nous avons garé ma modeste berline à côté d'une Rolls-Royce Phantom appartenant à Monsieur Sterling, le père de la mariée. Je suis sorti. L'air sentait le jasmin et les litiges imminents. J'ai marché vers l'entrée principale. Helena traînait quelques pas derrière, mon témoin silencieux. Mon père attendait devant les doubles portes massives. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'au téléphone la semaine dernière. Son smoking était froissé, son visage gris. Quand il m'a vu, ses yeux ont brillé d'un mélange de soulagement et de colère habituel. « Tu as pris ton temps », a-t-il claqué. Pas de merci, pas de pardon. Juste une accusation. La circulation, ai-je dit calmement. Où est-il? Il est dans la loge. Il a barricadé la porte. Émilie et Dieu sait où. Son père menace de nous détruire. Joshua, nous détruire. Robert a saisi mon bras. Sa prise était douloureuse. Tu dois régler ça. Parle à Sterling. Dis-lui que c'est un épisode médical. Dis-lui que Caleb a été sous pression. On peut arranger ça. On peut dire que c'était une réaction aux médicaments. J'ai retiré mon bras. C'est ça qu'on fait? Mentir encore? Ce n'est pas mentir, a sifflé Robert, postillonnant. C'est de la gestion de crise. C'est ton travail, non? Je le fais pour des clients qui me paient, ai-je dit, en entrant dans son espace personnel. Et je le fais pour des gens qui me respectent. Tu ne voulais même pas de moi dans le bâtiment il y a 1 heure. Robert a levé la main. Un réflexe instinctif pour me gifler en signe de soumission, comme il le faisait quand j'étais adolescent. Je n'ai pas tressailli. J'ai attrapé son poignet en plein air. Je l'ai tenu là. Je n'ai plus 18 ans, Robert, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Et tu n'es plus celui qui a le chéquier. Baisse la main. Il m'a fixé, choqué. Il a vu quelque chose dans mes yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a vu la fin de son autorité. Il a lentement baissé le bras. Fais-le juste sortir de là, a-t-il chuchoté, vaincu, avant que l'équipe soit n'entre. Je suis passé devant lui dans le hall. C'était un désastre. Table renversée, vin renversé tachant le tapis blanc comme du sang, fleurs piétinées. J'ai descendu le couloir jusqu'à la loge. J'entendais des sanglots derrière la lourde porte en chêne. Pas juste les voix étouffées de Caleb. J'ai frappé. Un coup sec et autoritaire. Va-t'en, a hurlé Caleb de l'intérieur. Je vais le faire. Je jure que je vais me couper les veines. C'est Joshua, ai-je dit. Silence. Puis un bruit de traînée. Le verrou a cliqué. La porte s'est entr'ouverte. Je l'ai poussée et suis entré. La pièce était détruite. Miroir fracassé, chaise jetée. Caleb était assis par terre dans le coin, agrippant un couteau à gâteau en argent. Il ressemblait à un enfant effrayé dans un costume d'homme ruiné. Mais il n'était pas seul. Émilie était là. Elle était assise sur un canapé à l'autre bout de la pièce. Ses genoux ramenés contre sa poitrine. Sa robe, une création sur mesure de Vera Wang, était déchirée à l'épaule. Son maquillage était strié de larmes. Elle tremblait. Monsieur Sterling, son père, était debout au-dessus d'elle, protecteur, son visage un masque de fureur. « Que fais-tu ici ?» Caleb m'a regardé, ses yeux injectés de sang. « Tu es venu jubiler ? Tu es venu voir le spectacle de monstres ? » « Je suis venu parce que maman a dit que tu allais te faire du mal, ai-je dit, en regardant le couteau. « Pose-le, Caleb. »
Tu ne vas pas l'utiliser. Tu t'aimes trop. Tu ne me connais pas, a-t-il craché. Tu ne connais pas la pression. Tout le monde qui me regarde. Tout le monde qui attend que je sois parfait. Et elle. Il a pointé le couteau vers Émilie. Elle ne voulait pas écouter. Elle n'arrêtait pas de me harceler à propos du planning, des photos. Je voulais juste qu'elle se taise. Donc, tu l'as attaquée, ai-je demandé. Je ne l'ai pas attaquée, a hurlé Caleb. J'étais en train de la corriger. Je l'ai saisie pour qu'elle me regarde. C'était un accident. J'ai glissé. Tu l'as traînée par les cheveux, a dit Monsieur Sterling, sa voix glaciale. J'ai vu la vidéo. Le monde entier a vu la vidéo. C'est hors contexte, a hurlé Caleb. Joshua, dis-leur. Dis-leur comment le stress affecte les gens. Dis-leur que je ne suis pas fou. Il m'a regardé, désespéré. Il voulait le réparateur. Il voulait le frère qui a pris le délit de conduite en état d'ivresse. Il voulait le bouc émissaire pour absorber le péché. J'ai regardé Caleb. Puis j'ai regardé Émilie. Elle m'a regardé, ses yeux grands et hantés. Elle n'était pas juste effrayée. Elle était confuse. Elle réalisait qu'elle avait épousé un inconnu. Dis-leur, a plaidé Caleb. Dis-leur que je suis un bon gars. J'ai pris une profonde inspiration. C'était ça. Le moment que j'avais répété dans ma tête pendant une décennie. Non, ai-je dit. Caleb a cligné des yeux. Quoi? Je ne vais pas leur dire ça, ai-je dit, en déboutonnant ma veste et en desserrant ma cravate. Parce que ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un bon gars, Caleb. Tu es un tyran qui a été protégé par ses parents pendant 35 ans. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la police d'assurance vient d'expirer. Le silence dans la loge était lourd, étouffant. Même l'air conditionné semblait s'être arrêté de bourdonner. Caleb s'est précipité sur ses pieds, le couteau à gâteau tombant par terre. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'avais fini de mentir pour toi, ai-je dit, en avançant dans la pièce. Je n'ai pas regardé mon frère. J'ai regardé Émilie. Émilie, est-ce qu'il t'a dit pourquoi je n'étais pas invité aujourd'hui? Émilie a secoué la tête lentement, agrippant un coussin comme un bouclier. Il a dit. Il a dit que tu étais jaloux. Que tu causais des drames. Que tu détestais notre bonheur. Exact. J'ai hoché la tête. Le récit du frère jaloux. Classique. Je me suis tourné vers Caleb. Est-ce que tu lui as parlé de la Ferrari, Caleb? Tais-toi, a sifflé Caleb, son visage reprenant cette teinte de violet dangereux. Ne fais pas ça, Joshua. Est-ce que tu lui as parlé du délit de conduite en état d'ivresse dans la Porsche, ai-je continué, ma voix montant d'un décibel. Celui où tu as conduit ivre, tu t'es écrasé contre un poteau, et papa a essayé de me faire porter le crime pour que tu gardes ton boulot. Monsieur Sterling s'est avancé. Qu'est-ce que vous? Son casier était vierge. Bien sûr qu'il l'était, ai-je dit. Parce que j'ai payé 10 000 € à un avocat spécialisé pour réduire les charges à une conduite imprudente et sceller le dossier. J'ai payé les amendes. J'ai payé les réparations de la voiture. Caleb est reparti sans tâche. C'est un mensonge, a hurlé Caleb, mais sa voix a craqué. Il a regardé Monsieur Sterling, la panique montant. Il ment. Il a toujours été jaloux de mon succès. Succès? J'ai ri. C'était un rire authentique cette fois, alimenté par l'absurdité pure. Parlons de ton succès, Caleb. Le grand PDG, l'héritier de l'empire familial. J'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé sur l'écran et je l'ai brandi. C'était un PDF d'un relevé bancaire. Joshua, stop. C'était ma mère. Elle s'était glissée dans la pièce derrière moi inaperçue. Elle s'est jetée sur mon téléphone, mais je l'ai tenue hors de portée. N'ose pas. Tu vas nous ruiner. Vous vous êtes ruiné vous-même, ai-je dit en la repoussant. Je me suis dirigé vers Monsieur Sterling et j'ai montré l'écran. Qu'est-ce que c'est? A demandé Monsieur Sterling, plissant les yeux devant les chiffres. Ça, ai-je dit, c'est le bilan de Miller & Son. L'entreprise de mon père, l'entreprise que Caleb est censé hériter.
L'entreprise dans laquelle vous venez d'investir 2 millions d'euros comme cadeau de mariage. Les yeux de Monsieur Sterling se sont agrandis. Elle est insolvable? Depuis 2024, j'ai confirmé. L'entreprise est morte depuis 2 ans. Papa a fait de mauvais investissements. Caleb a dépensé le capital d'exploitation pour le branding, les voyages à Dubaï, les voitures en leasing, les vêtements de marque. Mais les dividendes. Monsieur Sterling a regardé Caleb, puis mon père, qui était maintenant debout dans l'embrasure de la porte, pâle comme un fantôme. Caleb m'a montré les rapports de dividendes. Falsifiés, ai-je dit, ou plutôt financés par une source différente. Je me suis tourné vers Caleb. Tu te crois riche, Caleb? Tu te crois un gros bonnet? Qui, selon toi, paie le prêt de la maison de maman et papa? Qui, selon toi, a payé le leasing de cette Lamborghini avec laquelle tu es arrivé aujourd'hui? Caleb avait l'air confus. Vraiment confus. Papa paie pour ça. L'entreprise paie pour ça. L'entreprise n'a pas d'argent, ai-je rugi. Le son a rebondi sur les murs. C'est moi qui paie pour ça. Moi, le frère jaloux, le raté. J'ai transféré 20 000 euros par mois sur le compte de l'entreprise pendant 2 ans pour garder les lumières allumées parce que maman pleurait et disait que papa ferait une crise cardiaque s'il faisait faillite. J'ai vu la réalisation frapper Caleb comme un coup physique. Ses genoux ont fléchi. Il a regardé ses parents. C'est vrai, a-t-il murmuré. Papa a regardé le sol. Maman a couvert son visage de ses mains, sanglotant. Tu m'as dit qu'on allait bien, a bégayé Caleb. Tu m'as dit que j'avais un fonds en fiducie. Tu avais un frère, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure. Tu avais un frère qui travaillait 80 heures par semaine pour soutenir ta vie de rêve parce qu'on lui a appris que la famille compte plus que la vérité. Mais tu sais quoi? Tu m'as viré. Tu m'as effacé de la liste des invités. Alors considère ma démission comme acceptée. Je me suis tourné vers Émilie. Elle était debout maintenant. Elle ne pleurait plus. Les larmes avaient séché, remplacées par une clarté froide et dure. Émilie, ai-je dit doucement, la bague à ton doigt, le solitaire de 3 carats. Elle a regardé sa main. J'ai payé l'assurance dessus le mois dernier parce que la carte de crédit de Caleb a été refusée, ai-je dit. Ce n'est pas un bijou de famille. Il a été acheté à crédit. Émilie a regardé Caleb. C'était un regard de pur dégoût. Le regard que vous donnez à quelque chose sur lequel vous avez marché sur le trottoir. Tu es un fraudeur, a-t-elle dit doucement. Émilie, bébé, s'il te plaît. Caleb s'est avancé vers elle, tendant la main. C'est compliqué. Les finances sont compliquées. J'allais réparer ça. Une fois que la fusion aurait eu lieu. La fusion? Elle a ri. Un son aigu et hystérique. Tu veux dire ma dot? Tu m'épousais pour payer tes dettes. Non, je t'aime, a crié Caleb. Tu m'as attrapé par les cheveux parce que je ne posais pas bien pour une photo, a-t-elle crié. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes le reflet de toi-même que tu vois dans mes yeux. Eh bien, devine quoi, Caleb? Le miroir est brisé. Elle a attrapé sa main gauche. Elle a lutté une seconde, tirant la bague sur son articulation. Elle l'a retirée. Elle ne la lui a pas tendue. Elle l'a jetée. Elle l'a frappée en plein milieu de la poitrine et a rebondi sur le tapis. On a fini, a-t-elle dit. Pas à cause d'elle, pas à cause de la vidéo. À cause de toi, parce que tu es un petit homme menteur et violent. Elle s'est tournée vers son père. Papa, sors-moi d'ici. Monsieur Sterling a hoché la tête. Il a regardé mon père. Mes avocats seront en contact concernant l'agression et la fraude concernant mon investissement. Si je découvre que vous avez sollicité mon argent en sachant que vous étiez en faillite. Il a laissé la menace en suspens. C'était plus lourd que n'importe quel cri. Les Sterling se sont dirigés vers la porte. Je me suis écarté pour les laisser passer. Monsieur Sterling s'est arrêté devant moi. Il m'a regardé de haut en bas. Vous êtes Joshua, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Vous auriez dû être celui sur l'invitation, a-t-il dit. Vous êtes le seul homme dans cette pièce. Il est sorti avec sa fille.
La porte s'est refermée et il n'en restait que 4. Moi, Caleb, maman, papa. Le silence qui a suivi était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Pendant une longue minute, personne n'a bougé. L'énergie dans la pièce avait changé. L'illusion avait disparu. L'enfant prodige n'était plus qu'un homme dans un costume déchiré sans travail, sans femme et sans argent. Et le bouc émissaire tenait toutes les cartes. Ma mère a brisé le silence en premier. Elle s'est précipitée vers Caleb, qui regardait fixement le mur. « Oh, mon pauvre bébé » a-t-elle roucoulé, essayant de le serrer dans ses bras. « Tout va bien. » Elle n'était pas pour toi. Elle était trop exigeante. Je l'ai regardée. C'était fascinant d'une manière malsaine. Même maintenant, face à la ruine totale, son instinct était de réécrire la réalité pour le protéger. Puis mon père s'est tourné vers moi. Son visage était violet. « Es-tu heureux » a-t-il grogné. « Es-tu heureux maintenant ? Tu viens de détruire cette famille. Tu viens d'humilier ton frère devant l'homme le plus puissant de l'État. » « Je n'ai rien détruit » ai-je dit calmement. « J'ai juste allumé les lumières. » Les cafards étaient déjà là. « Tu es un ingrat. » Papa s'est avancé vers moi, pointant du doigt. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un foyer. Vous m'avez donné un toit, ai-je corrigé. J'ai fait en sorte que ce soit un foyer. Et au fait, j'ai payé pour ce toit pendant les 24 derniers mois. Tu penses que l'argent t'achète le droit de nous trahir, a crié papa. La famille reste soudée. Tu aurais dû mentir. Tu aurais dû dire à Sterling que c'était un malentendu. Pourquoi, ai-je demandé. Pour que Caleb puisse la battre en privé la prochaine fois. Pour qu'il puisse drainer la fortune des Sterling comme il a drainé la vôtre. Il a fait une erreur, a crié maman depuis le sol, berçant Caleb. Il est sensible. Il a 35 ans, ai-je crié. Maman, il n'est pas sensible. Il est gâté. Et vous avez fait ça. Vous avez créé ce monstre. Vous l'avez nourri à chaque fois qu'il pleurait. Et vous m'avez affamé à chaque fois que j'ai réussi. Eh bien, devine quoi? J'ai fini d'avoir faim. J'ai regardé mon téléphone. J'ai rouvert mon application bancaire. Qu'est-ce que tu fais? A demandé papa, regardant nerveusement le téléphone. J'annule l'ordre permanent, ai-je dit, en tapant sur l'écran. Le transfert mensuel pour Miller & Son. Annulé? Non, a halté papa. Joshua, tu ne peux pas. Le prêt immobilier est dû le premier. Le leasing des voitures. Pas mon problème, ai-je dit. Vendez la maison. Vendez les voitures. Peut-être que Caleb peut obtenir un travail de livreur de pizza à nouveau. J'ai entendu dire que les pourboires sont bons si tu es rapide. Je me suis tourné pour partir. Si tu passes cette porte, a menacé papa, sa voix tremblant, ne prends pas la peine de revenir. Tu es mort pour nous. Je me suis arrêté. Je me suis retourné vers eux. Un tableau brisé. L'enfant prodige réduit à un désordre pleurnichant. La mère une complice jusqu'au bout. Le père un roi sans royaume. Papa, ai-je dit doucement. Je suis mort pour vous depuis des années. J'étais juste le fantôme qui payait les factures. Je suis sorti. J'ai descendu le couloir devant le personnel stupéfait qui nettoyait le verre brisé. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Elena attendait près de la voiture. Elle avait une cigarette à la main. Elle ne fume que quand elle est stressée. Alors, a-t-elle demandé en jetant le mégot et en l'écrasant avec son talon. Tu l'as réparé? Non, ai-je dit, en déverrouillant la voiture. Je l'ai cassé complètement. Bien, a-t-elle dit. Elle m'a regardé. Comment tu te sens? J'ai fait une pause, la main sur la poignée de porte. J'ai vérifié à l'intérieur de moi-même. Étais-je triste? Étais-je coupable? Je me sentais léger. J'avais l'impression de porter un sac à dos rempli de pierres depuis 3 décennies. Et quelqu'un venait juste de couper les sangles. J'ai faim, ai-je dit. Allons prendre un burger. Nous sommes partis. J'ai regardé dans le rétroviseur alors que le Grand Oak Resort s'effaçait au loin. J'ai vu les lumières clignotantes des voitures de police entrant enfin dans la grille.
probablement appelé par Monsieur Sterling. Mon téléphone a commencé à vibrer à nouveau. SMS de papa. Messages vocaux de maman. Buzz buzz buzz. Je l'ai pris. Je suis allé dans les paramètres. J'ai sélectionné, bloqué le contact, pour maman. Puis pour papa, puis pour Caleb. Le bourdonnement s'est arrêté. Le trajet de retour vers la ville était calme, mais il n'était pas vide. Il était plein de possibilités. Cette nuit-là, j'ai dormi pendant 10 heures. Sommeil profond, sans rêve. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui balayais. C'était moi qui lisais à ce sujet dans les nouvelles. Une vidéo d'agression virale mène à des poursuites. La famille Sterling retire son investissement de Miller & Son. J'ai lu les gros titres avec mon café du matin. Je ressentais un étrange détachement. C'était comme lire à propos de personnages dans un livre que j'avais fini d'écrire. Je suis allé au travail. Je me suis assis dans mon bureau. J'ai regardé la vue. J'avais perdu ma famille. J'avais perdu les gens que j'étais biologiquement programmé pour aimer. Mais en regardant la ville en dessous, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais rien perdu de réel. Je n'avais perdu que l'illusion qu'il m'aimerait un jour en retour. Et perdre une illusion n'est pas une perte. C'est une libération. Le silence qui a suivi mon départ du Grand Oak Resort n'a pas duré longtemps. Il a été remplacé par le rugissement d'un ouragan juridique et social que j'avais prédit. Mais même moi, j'avais sous-estimé la férocité des vents. Pendant la première semaine, je ne suis pas sorti de mon appartement sauf pour aller au bureau. Je n'avais pas à le faire. Le monde m'apportait les nouvelles. C'était partout. La vidéo de Caleb saisissant Emily par les cheveux était devenue virale. Pas juste virale localement, mais virale nationalement. Elle avait des millions de vues sur TikTok et Twitter. La section des commentaires était un tribunal, et le verdict était unanime, coupable. Mais la rage d'Internet est de courte durée. Les vrais dommages se produisaient dans les salles d'audience et les salles de conseil, des endroits où mon frère n'avait aucun pouvoir et mon père n'avait plus de levier. Monsieur Sterling, le père d'Emily, était un homme qui s'enorgueillissait de deux choses, la sécurité de sa famille et son sens des affaires. Mon frère et mon père avaient insulté les deux. La rétribution fut rapide, calculée et absolue. 3 jours après le mariage, la poursuite est tombée. Ce n'était pas juste une poursuite civile pour le coût du mariage. C'était une enquête pour fraude. Les avocats de M. Sterling avaient fouillé dans les états financiers de Miller & Son, ceux-là même que j'avais exposés, et avaient découvert que mon père avait sollicité l'investissement de 2 millions d'euros en utilisant des rapports de projection falsifiés. Comme Caleb était le signataire de l'accord, il a été nommé comme co-conspirateur. Je me souviens d'être assis dans mon bureau en lisant le Wall Street Journal. Il y avait un petit article dans la section Affaires, Miller & Son dépose le bilan sous le chapitre 7 au milieu d'allégations de fraude. Chapitre 7, liquidation. Ce n'était pas une restructuration. C'était un enterrement pour l'entreprise que mon grand-père avait construite et que mon père avait vidée. Elena est entrée en posant une tasse de café sur mon bureau. Elle n'avait plus l'air pleine de pitié. Elle avait l'air d'un général rapportant les mouvements de l'ennemi. Ils sont expulsés, a-t-elle dit simplement. Je n'ai pas levé les yeux du journal. Le bureau, la maison, a-t-elle dit. La banque a appelé le billet hypothécaire. Apparemment, ton père a utilisé la maison comme garantie pour un prêt relais à haut intérêt il y a 6 mois pour payer la fête de fiançailles de Caleb. Quand l'entreprise a déposé le bilan, le prêt relais a fait défaut immédiatement. J'ai finalement levé les yeux. La maison, le domaine tentaculaire en banlieue où j'avais grandi. La maison où on m'avait dit de rester dans ma chambre pendant que Caleb recevait des amis. La maison où la Ferrari était garée dans l'allée pendant que mon offre de bourse prenait la poussière. Quand, ai-je demandé. La vente par le shérif est dans 30 jours, a-t-elle dit. Mais ils doivent libérer les lieux d'ici vendredi. J'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le sentiment d'un livre lourd enfin refermé. Ont-ils un endroit où aller, ai-je demandé. C'était une question pratique, pas émotionnelle. J'ai entendu dire que ta tante Carole les accueillait, a dit Elena, un sourire en coin sur les lèvres. Dans sa chambre d'amis, celle avec les litières pour chats.
J'ai laissé échapper un court rire sec. Tante Carole, la reine des commérages qui avait déclenché toute cette avalanche avec une publication Facebook, était maintenant leur seul refuge. Il y avait une justice poétique là-dedans. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas proposé d'aider. C'était l'ancien Joshua, le réparateur, le bouc émissaire qui pensait pouvoir acheter l'amour avec la stabilité. Le nouveau Joshua est resté dans son bureau et a signé un contrat avec un nouveau client, une firme technologique qui avait vu comment j'avais géré ma propre crise familiale et avait décidé qu'elle voulait ce genre de clarté impitoyable dans leurs honoraires. Les honoraires seuls suffisaient à acheter une petite maison. En parlant d'acheter des choses, j'ai fait quelque chose que j'avais promis à mon moi de 18 ans que je ferais. Je suis allé chez le concessionnaire Porsche. Pendant des années, j'avais conduit des berlines raisonnables, des voitures fiables et invisibles. Je me disais que c'était parce que j'étais pratique. Mais au fond, je savais que c'était parce que j'avais peur. J'avais peur que si j'achetais quelque chose de beau, quelque chose pour moi, ça me serait retiré ou on se moquerait de moi pour avoir essayé de ressembler à Caleb. Je suis entré sur le lot. Le vendeur m'a évalué. Jean, blazer, pas de cravate. Il ne s'est pas précipité. Il a probablement pensé que je ne faisais que regarder. J'ai marché droit vers une 911 Turbo S en gris agate. C'était discret, puissant, une machine construite pour la perfection technique, pas juste pour faire le beau devant les voituriers. Le vendeur a finalement erré par là. C'est une bête, a-t-il dit avec désinvolture. Mais il y a une liste d'attente. Je ne veux pas attendre, ai-je dit. Et je ne veux pas financer. J'ai sorti un chèque de banque. J'étais allé à la banque ce matin-là. L'attitude du vendeur a changé instantanément. La transaction a pris moins d'1 heure. Conduire cette voiture hors du lot. C'était une expérience sensorielle que je peux à peine décrire. L'odeur du cuir, le poids du volant, le son du moteur derrière moi. Je n'avais pas l'impression de frimer. J'avais l'impression d'habiter enfin ma propre vie. J'ai conduit jusqu'à la côte ce week-end-là. J'ai juste conduit. Pas de destination, pas d'obligation familiale, pas de crise à gérer, juste moi et la route. 6 mois ont passé. Le bruit s'est calmé. Internet est passé au scandale suivant. Mais la réalité de ce qui s'est passé s'est installée dans le béton. Caleb a pris un plaidoyer pour l'accusation d'agression. Il a à peine évité la prison grâce à un défenseur public parce que j'ai refusé de payer pour un avocat privé. Il a eu 3 ans de probation, une gestion de la colère obligatoire et 500 heures de travaux d'intérêt général. Mais la vraie peine était sa vie. Il était inemployable dans le secteur financier. Son nom était toxique. L'enfant prodige était maintenant un homme de 36 ans livrant de la nourriture pour une application. Conduisant une Honda Civic déglinguée parce que la Lamborghini avait été reprise le lendemain du mariage. J'ai croisé Émilie par hasard. C'était un mardi matin en octobre. Je prenais un espresso dans un café près du tribunal. J'étais là pour un client quand j'ai entendu une voix familière. Joshua. Je me suis retourné. C'était Émilie. Elle avait l'air différente. Au mariage, elle avait été une poupée, maquillage épais, cheveux vaporisés en un casque, portant une robe qui avait l'air inconfortable. Maintenant, elle portait un simple trench coat et un jean. Ses cheveux étaient lâches. Elle avait l'air plus jeune, plus légère. Émilie, ai-je dit, je t'ai presque pas reconnue. C'est le but. Elle a souri. C'était un sourire authentique, bien qu'il n'atteigne pas tout à fait ses yeux encore. Il y avait encore des traumatismes là. On ne guérit pas d'une humiliation publique en 6 mois. Comment vas-tu, ai-je demandé. Mieux, a-t-elle dit. Je suis en thérapie. Ça aide. Il s'avère que j'avais un petit complexe du sauveur. Je pensais pouvoir le réparer. Je pensais que si je l'aimais assez, la part colérique de lui disparaîtrait. Nous avons tous les deux fait cette erreur, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, en regardant sa tasse. Mon père voulait le détruire complètement. Tu sais, il voulait s'assurer que Caleb ne travaille plus jamais. J'ai dû lui demander d'arrêter. Pas pour Caleb, pour moi. Je voulais juste que ce soit fini. C'est fini, ai-je dit. Est-ce vrai? Elle a levé les yeux vers moi. J'ai entendu parler de tes parents.
Ils vivent dans un appartement d'une chambre dans l'East Side maintenant. J'ai entendu ça aussi, ai-je dit. Je n'ai pas rendu visite. Bien, a-t-elle dit férocement. Ne le fais pas. J'ai vu les emails que Caleb t'a envoyés. Ceux que tu as bloqués. Il a essayé de les envoyer par mes amis. Je me suis raidi. Qu'ont-ils dit? Les habituels, a-t-elle soupiré. Que tu es un ingrat. Que tu as volé son droit d'aînesse. Que tu m'as empoisonné contre lui. Il ne prend aucune responsabilité, Joshua. Aucune. Il croit vraiment que tu es le méchant dans cette histoire parce que tu as arrêté de payer pour la scène sur laquelle il se produisait. Elle a tendu la main et a touché mon bras. Tu m'as sauvé ce jour-là. Si tu n'étais pas entré dans cette loge. Si tu n'avais pas dit la vérité sur l'argent, je serais peut-être resté. J'aurais peut-être cru ses mensonges sur le stress. J'aurais peut-être pu l'épouser. Merci. Je l'ai fait pour moi surtout, ai-je admis. Ça ne le rend pas moins héroïque, a-t-elle dit. Prends soin de toi, Joshua. Tu mérites d'être le personnage principal pour une fois. Elle est partie, se fondant dans la foule. Je l'ai regardé s'éloigner, ressentant un sentiment de fermeture dont j'avais besoin sans le savoir. Je pensais être tiré d'affaire. Je pensais que le silence de ma famille était définitif, mais les narcissiques ne lâchent pas si facilement. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée à mon bureau. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était l'écriture de ma mère, bouclée, décorative, prétendant être élégante mais tremblante sur les bords. Ma secrétaire a demandé si elle devait la déchiqueter. Non, ai-je dit. J'ai besoin de la lire. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert l'enveloppe. Une seule feuille de papier ligné bon marché en est tombée. Mon très cher Joshua, je t'écris ceci parce que ton père refuse de le faire. C'est un homme brisé, Joshua. Il s'assoit sur sa chaise toute la journée et fixe le mur. Les médecins disent que c'est la dépression, mais nous savons ce que c'est. C'est un cœur brisé. Nous avons perdu la maison. Nous avons perdu les voitures. Nous avons perdu notre place dans le club. Tante Carole essaie d'être gentille, mais sa maison est petite et Caleb dort sur le canapé. C'est indigne. Je sais que tu es en colère. Je sais que nous avons fait des erreurs. Nous n'étions pas des parents parfaits. Mais nous avons tout fait pour la famille. Nous avons essayé de protéger Caleb parce qu'il est fragile. Tu as toujours été si fort, Joshua. Tu n'avais pas besoin de nous comme lui. Nous pensions que tu comprenais cela. Nous entendons que tu réussis très bien. Tante Carole dit que tu as acheté une Porsche. Ça me fait mal de penser à toi conduisant une voiture si chère pendant que ton frère prend le bus pour ses travaux d'intérêt général. Ça ne semble pas juste. Ça ne semble pas être le garçon que j'ai élevé. Nous ne demandons pas grand-chose. Juste assez pour obtenir une petite location pour nous-mêmes. Juste assez pour aider Caleb à obtenir un costume pour les entretiens. Il ne peut pas obtenir un travail en ayant l'air d'un mendiant. S'il te plaît, Joshua, sois la personne la plus mûre. Sois le fils que je sais que tu es. Amour, maman. J'ai lu la lettre 2 fois. La première fois, j'ai ressenti un soupçon de la vieille culpabilité, la réponse conditionnée à tout réparer. C'est juste une petite location. Je peux me le permettre. Le triste constat que papa fixe le mur. Mais ensuite, je l'ai relu. Tu as toujours été si fort. Tu n'avais pas besoin de nous. C'était ça le mensonge. C'était ça le poison. Je n'avais pas besoin d'eux. J'avais besoin qu'ils viennent à ma remise de diplôme. J'avais besoin qu'ils protègent mon fonds d'études. J'avais besoin qu'ils m'invitent au mariage. J'avais besoin qu'ils m'aiment, pas mon utilité. Ils ne m'ont pas vu. Même maintenant, dans les décombres de ce qu'ils ont eux-mêmes créé, ils ne m'ont pas vu. Ils ne voyaient que mon portefeuille et ma force comme une ressource à récolter pour Caleb. Je n'ai pas déchiqueté la lettre. Je l'ai pliée proprement et je l'ai placée dans mon coffre. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était un reçu. Un reçu pour la transaction que j'avais finalement clôturée. Je n'ai pas répondu. Le silence est une réponse. En fait, c'est la réponse la plus bruyante qui soit. Je suis rentré chez moi cette nuit-là dans mon appartement.
C'était calme, mais ce n'était pas le calme vide et solitaire que je ressentais autrefois. C'était le calme d'un sanctuaire. J'avais construit une vie, une vraie. Mes clients me respectaient parce que j'étais bon dans mon travail, pas parce que j'étais le fils de quelqu'un. Mes amis, comme Elena, restaient avec moi parce qu'ils aimaient qui j'étais, pas ce que je pouvais leur acheter. J'avais 32 ans. J'avais pas de parents, pas de frères et une liste de contacts téléphoniques bloqués. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. 1 an plus tard, j'étais debout sur le balcon d'un nouveau condo que je venais d'acheter. Il donnait sur les toits de la ville, la même ville où j'avais passé des années à courir pour éteindre des incendies que ma famille avait déclenchés. C'était Thanksgiving. Habituellement, c'était le pire jour de l'année. C'était le jour où je conduisais vers le domaine, prêt pour les insultes. C'était le jour où je regardais Caleb découper la dinde pendant que papa portait des toasts au potentiel de Caleb, ignorant mes réalisations réelles. C'était le jour où je remettais des chèques pour couvrir les dépenses imprévues juste pour garder la paix. Aujourd'hui, pas de route, pas d'insultes, pas de chèques. À l'intérieur, Elena riait. Elle et quelques autres amis mettaient la table. Il y avait du vin. Il y avait de la musique, du jazz, pas la musique classique étouffante sur laquelle mon père insistait. J'ai regardé les lumières de la ville. J'ai pensé à Caleb. J'ai entendu dire par le bouche à oreille qu'il travaillait dans une agence de location de voitures près de l'aéroport. C'était ironique, vraiment. Le garçon qui crachait des Ferrari louait maintenant des Ford Fiesta aux touristes. Je me suis demandé s'il était humble maintenant. Probablement pas. Il disait probablement à quiconque voulait l'écouter qu'il était victime d'une conspiration d'entreprise ou d'un frère jaloux. J'ai pensé à mes parents. Ils étaient toujours dans le petit appartement. Ils survivaient. Ils avaient leur sécurité sociale. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient le récit auquel ils se raccrochaient comme à un radeau de sauvetage. Je me demandais parfois si j'étais allé trop loin. Les avais-je humiliés plus que nécessaire? Y avait-il un autre moyen de tracer une ligne sans brûler tout le pont? La chose délicate à propos du fait de se défendre enfin est que votre corps est tellement habitué au blâme. Il essaie de transformer même votre libération en une autre chose que vous avez mal faite. Mais ensuite, je regarde ma vie maintenant. Je regarde le compte bancaire qui grandit parce que je ne le vide pas pour soutenir un mensonge. Je me regarde dans le miroir et je vois un visage qui n'est pas crispé par le stress. Je regarde les gens à l'intérieur de mon appartement. Des amis qui ont vu mes cicatrices et ne m'ont jamais tendu un couteau pour en faire plus. J'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à dire à voix haute quand j'étais dans le brouillard. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour vous blesser sans conséquence. L'amour sans responsabilité n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Le pardon est un choix, pas une obligation. Et parfois, la forme de vengeance la plus puissante n'est pas de crier ou d'exposer ou même de s'en aller en flammes. C'est de refuser tranquillement, fermement, d'être la personne qu'ils peuvent blesser, puis sur qui ils peuvent compter pour corriger le récit. Vous pouvez décider du rôle que vous jouez dans votre propre histoire. Êtes-vous le personnage de fond, le bouc émissaire, le réparateur? Ou finissez-vous par entrer dans le rôle principal et laisser le reste s'ajuster ou s'effacer dans la distance? Après tout ce qui est arrivé, je n'ai pas eu de fin de famille heureuse et parfaite. Je n'ai pas eu la réconciliation en larmes où ils ont réalisé ma valeur. Ce que j'ai eu était quelque chose de meilleur. J'ai eu une vie où je sais que je peux survivre sans leur approbation. Une vie où mes limites ne sont pas à débattre. Et une histoire qui, pour une fois, m'appartient entièrement. La porte du balcon s'est ouverte. Joshua a appelé Elena. La dinde est prête. Et ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas brûlée. J'arrive, ai-je dit. J'ai jeté un dernier regard sur la vue. Le soleil s'était couché et la ville brillait. C'était magnifique. J'ai tourné le dos au ciel sombre et vide et suis entré à l'intérieur, dans la lumière, dans la chaleur, dans le bruit des gens qui en avaient vraiment quelque chose à faire de moi. J'ai refermé la porte derrière moi et je l'ai verrouillée. Si vous lisez ceci, peut-être êtes-vous le Joshua de votre famille. Peut-être vous a-t-on dit que vous étiez dramatique pour avoir réagi à la cruauté. Peut-être avez-vous été édité hors de votre propre histoire tant de fois que vous avez commencé à croire que vous n'y appartenez pas. Voici la leçon que j'ai apprise à la dure, on ne peut pas sauver des gens qui sont accros à leur propre dysfonctionnement.
On ne peut pas acheter l'amour de gens qui ne vous voient que comme une transaction. Le moment où vous arrêtez de jouer votre rôle assigné, la pièce s'effondre. Laissez-la tomber. C'est effrayant de s'en aller. C'est effrayant d'être celui qui dit « plus jamais ». Mais de l'autre côté de cette peur se trouve une liberté que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le moment qui a tout changé pour moi. Non pas le moment où j'ai fait mon premier million ou le moment où j'ai acheté la Porsche. C'était le moment où j'ai regardé les gens qui m'ont élevé et réalisé que j'avais le droit de les dépasser. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir traversé ce feu avec moi. Ce n'était pas facile à revivre, mais ça fait du bien de finalement le poser. Si l'histoire a résonné avec vous, si vous avez déjà dû choisir votre santé mentale plutôt que votre famille, ou si vous croyez simplement que la vérité vaut la peine d'être défendue, faites-moi une faveur. Cliquez sur ce bouton « J'aime » et commentez le mot « Bien » en dessous. Cela me dit que vous comprenez. Cela me dit que je ne suis pas seul. Et cela dit à l'algorithme que les histoires sur le fait de se défendre comptent. Je suis Joshua et je vis enfin ma propre vie.